les Ivoiriens sont au travail, c'est ce qui est important. Les jeunes Ivoiriens, vous êtes au travail. Voilà, le droit, c'est ça. Le droit. Une jolie fille comme ça. Qu'est-ce qu'une femme qui fait droit, quand elle va à Île Maurice, là, tu vas lui dire quoi, puis tu vas me mentir comment elle va te suivre. Voilà, c'est ça. Tu vas lui dire quoi? Non, tu peux pas. Tu vas lui promettre quoi? Comme une dame qui a essayé de la draguer, ma chérie, non, 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 c'est comme ça, le poumon, elle va te rien, quoi. Mais si tu connais la notion des droits humains, toi, tu as dit, va être un problème. Va être un problème. Mais c'est bien, moi je suis très heureux, je suis fier de vous. Et puis en même temps, vous dites que l'île Maurice, c'est vrai que c'est un petit pays, une île. C'est bien beau. Vous êtes allé travailler, c'est ce que vous avez fait, c'est bon. Vous n'êtes pas allé, et puis c'est un pays touristique. Ouais, il y a même, on parle même de ponts naturels là-bas. Ça veut dire que de la manière où on met les milliards de ponts là, eux là, Dieu même a tracé ça pour eux. Vous pouvez aller regarder ça, puis revenir. Mais vous êtes partis travailler. Il y a des fonctionnaires, on dit même, tout près à la cascade là, on les affecte là-bas. Quand ils vont là, ils ne vont plus au travail, ils sont dans l'eau là seulement. C'est-à-dire ils vont plus, oui, ils sont en travail là. Et regardez, les fonctionnaires de Mans, quand ils viennent à Abidjan, ceux qui ne sont pas tous dans ce cas-là, en fait, il y en a qui vont pour travailler. Quand ils viennent à Abidjan, ils sont là. C'est tellement il a regardé monter, lui, mais dans le plateau, là, il est là. Il pense que c'est beauté, il est là. Il est dans le plateau, là, comme ça. Et ça, c'est comme ça, c'est lui, mais il va cogner les voitures là-bas, tout ça. Après, on dit que la voiture a cogné l'homme. Non, mais c'est bien ce que vous avez fait, c'est bien. Et puis, vous parlez de dignité, c'est ça. Même si vous n'avez pas été lauréat, vous n'avez pas été premier. Mais ça dit il faut assumer son rang. Même quand on est bon dernier, il faut assumer ça avec dignité. Parce que la dignité fait partie des valeurs fondamentales, même des droits humains. Des droits de l'homme, pardon. C'est ça la dignité. Même quand tu es dernier, il faut être fier. Tu es dernier, sois fier. Tu peux être premier, puis tu es dernier, puis toi, tu es comme ça. Mais toi, tu es vont. Mais quand tu es dernier, toi, tu appelles la presse. Effectivement, j'ai participé à ce concours, et j'ai été dernier, et je suis fier. Voilà. C'est la totale. Hein. Voilà. Et le principe, je veux dire que c'est ça. C'est ça. Et je dis que c'est très important. Je dis que la dignité. Tu es dernier et tu appelles la presse. Ou tu appelles la presse avec dignité. Et tu fais une conférence de presse. C'est fierté pour moi, bien entendu, d'avoir été. Il ne dit pas dernier, il dit d'avoir occupé cette position postérieure. Je vous en prie, une passe. Le concours auquel vous avez participé s'est déroulé du 18 au 23 septembre 2017 à l'île Maurice. Eh bien, nous sommes tentés d'en savoir un peu plus sur ce concours. C'est quoi le concept de ce concours, de cette compétition internationale? Le concours africain de procès simulé des droits de l'homme, c'est en fait une plateforme, un rendez-vous, le rendez-vous d'ailleurs le plus important, qui réunit chaque année, et ce, dans un pays différent, des étudiants juristes et des praticiens du droit venus de toute l'Afrique autour de la thématique des droits de l'homme. Cette compétition qui rassemble chaque année, à chaque édition, plus de 50 universités est organisée par le Center for Human Rights, qui est une ONG basée à l'Université de Pretoria, en Afrique du Sud. Il faut signifier que c'est une ONG prestigieuse. Elle a reçu en 2006 le prix de l'éducation aux droits de l'homme de l'UNESCO et en 2012 le prix de l'Union africaine des droits de l'homme. Et c'est à la 26e édition de ce concours que cette charmante demoiselle et moi avons été sélectionnés pour défendre les couleurs de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Apparemment, le concours vous a beaucoup rapproché. Hein. Oui, forcément, parce qu'on a dû travailler pendant de longs mois ensemble, donc il y a forcément des liens qui se créent. Et justement, vous avez participé à la 26e édition. Je veux dire que, est-ce que cette édition avait quelque chose de particulier par rapport aux éditions précédentes? La particularité pour nous, c'est qu'on a pu se frotter à une culture vraiment très riche, la culture de l'île Maurice, parce que là-bas, on y trouve un peu des représentants de tous les continents. On a eu à côtoyer des Asiatiques, des Chinois notamment, des Européens, et même, je crois, à la compétition. C'est un pays cosmopolite. Voilà, en fait. On y retrouve presque des représentants de tous les continents. C'est un pays très riche, surtout également en matière culinaire, et le tourisme, là, on n'en parle pas. Des décors dignes de cartes postales. Et ça a été quoi les critères de base qui vous ont permis d'être sélectionné pour ce concours? Déjà ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'au niveau de notre université, l'Université Félix Houphouët-Boigny, une équipe d'encadrement a été mise en place par le doyen de nos facultés, en la personne de M. Kassia Bioula. L'équipe est composée d'anciens participants du concours. Voilà, certains aujourd'hui sont avocats, juristes pénalistes, tandis que d'autres sont toujours étudiants. L'équipe a lancé un appel à candidature en mars 2017. Et nous étions plus de 50 étudiants à répondre à cet appel. Alors, une fois par semaine, on se retrouvait avec cette équipe qui nous donnait une formation en droit de l'homme. La formation avait deux volets, en effet. Un volet scientifique, on nous initiait aux droits de l'homme, aux textes qui assurent la protection des droits de l'homme. Et c'était sur la base d'un cas hypothétique.
qui en réalité est un texte qui décrit des situations de violation des droits de l'homme dans un État donné. Le nom de l'État inventé, le nôtre par exemple, c'était l'État d'Atoisia qui n'existe pas, mais les faits qui sont décrits dans le cas sont réels, ils sont inspirés de la situation des droits de l'homme en Afrique. Parce qu'à travers le concours, c'est la promotion des droits de l'homme que le centre veut faire. Voilà pourquoi le thème même, c'est l'Afrique de la méconnaissance à la reconnaissance des droits de l'homme. Pourquoi spécifiquement vous? Oui. Les étudiants en droit et en droit privé ou en droit de l'homme sont nombreux. Oui. Mais pourquoi c'est vous qui avez été retenu pour être préparé, participer à ce concours? Vous étiez les meilleurs? Oui. Il y a une étape de sélection en fait. Une étape de sélection qui s'est déroulée de mars jusqu'en juillet, où on a dû camper des rôles d'avocats. On nous a donné une formation en droit de l'homme. Il faut maintenant le rendre devant l'équipe d'encadrement qui assure le titre de Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et nous, on se met dans la peau d'avocat, on essaie de les convaincre, on plaide des cas. On nous a donné une formation, on l'a approfondie. Et lorsqu'on a plaidé, des 50 étudiants, on s'est retrouvés à 4 à une finale de sélection très rigoureuse parce qu'ils ont participé au concours. Donc, ils connaissent le niveau et ils attendent quelque chose de vous. Et ils ont décidé que parmi cette cinquantaine d'étudiants, c'est nous deux qui avions les capacités. Il y avait plus de 20 pays représentés, dont 54 universités. La Côte d'Ivoire avait 3 équipes. Alors, on avait donc l'équipe de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, l'Institut universitaire d'Abidjan et l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, ce que vous ne savez pas, chers téléspectateurs, c'est qu'au niveau de l'île Maurice, ils ont remporté 3 prix, voilà, sur les prix mis en jeu. Le prix du meilleur plaidoyeur, du meilleur plaideur francophone revient donc à Oula Devin, ce monsieur que vous voyez. Prix du meilleur plaideur francophone. Meilleure équipe francophone, c'est donc vous deux, équipe vainqueur de la compétition. Et c'est encore vous, en tout cas. Félicitations. Félicitations. On est très fiers de notre jeunesse, de plus en plus. Hein, voilà. Alors, comment la compétition, une fois à l'île Maurice, s'est déroulée? D'accord. Donc, comme nous l'avons précédemment dit, la compétition s'est déroulée du 18 au 23. Le 18, il y a eu la cérémonie d'ouverture, voilà. Il y a eu les inscriptions des différentes universités, la présentation des règles du concours. On a eu l'occasion en même temps de découvrir toutes les universités qui allaient participer, savoir face à qui on allait... Bon, ceux qu'on allait devoir affronter. Le second jour commençait... Il y avait des frayeurs quand même? Oui. L'adversaire en face. De très grandes universités venues de toute l'Afrique. Donc le second jour commence les tours préliminaires où on s'affronte dans les catégories de langues. Les lusophones d'un côté, les francophones d'un côté, les anglophones d'un autre. À la suite de ces tours préliminaires, nous avons été qualifiés. D'ailleurs, la seule équipe francophone parmi les 6 équipes qualifiées pour la finale. Le jour de la finale même, les 6 équipes sont amenées à former deux grandes équipes en fait. Donc nous avons été amenés à travailler avec l'équipe d'Égypte, des anglophones, et l'équipe du Ghana. Donc la communication n'était pas toujours aisée entre francophones et anglophones, mais nous avons fait de notre mieux pour produire le résultat de la finale qui nous a permis de remporter la compétition. Oui, Devin, vous voulez rajouter quelque chose? Les tours préliminaires, il faut dire que ça a été une farouche compétition en réalité, parce qu'on a dû se frotter à différentes équipes, sachant que sur les 54 équipes, il en fallait 6 à la finale. Pendant les 2 jours, on s'est affrontés. Et le dernier jour, c'était le mercredi. On nous envoie à un dîner, la fête bat son plein, c'est intéressant, mais on garde en tête qu'on est là pour gagner. Et tout d'un coup, il y a une dame qui prend le micro et elle dit « Hello everybody, we're about to announce the finalists. On va annoncer les finalistes. Et là, tout de suite, l'appétit est coupé parce qu'on est là pour travailler véritablement. Elle a choisi le mauvais moment. Exactement. Et voilà. Et on annonce les équipes anglophones. D'abord, il y en avait 4. Après, on annonce une équipe lusophone. Waouh, là, il ne reste qu'une seule place. Qui ira en finale? Et quand on dit l'université Félix Houphouët-Boigny, vous imaginez que c'est la libération. De façon pratique, les différentes étapes du concours, je veux dire, vous commencez par quoi? Il y a forcément des sujets sur lesquels vous intervenez. C'était quoi? D'accord. Comme il l'a dit tout à l'heure, il y a un cas hypothétique qui nous est soumis, qui fait état de plusieurs violations des droits de l'homme. Peut être le droit à la vie, droit à l'alimentation, droit à l'éducation. Et nous sommes amenés à plaider ces différents droits-là en 30 minutes. Donc généralement, on se partage le temps 15 minutes, 15 minutes.
et on fait valoir les différents arguments concernant ces droits qui ont été violés dans les deux postures. C'est-à-dire, dans un premier temps, on peut avoir à défendre les populations, dire que oui, l'État a violé tel droit, et dans un second temps, on peut prendre la défense de l'État et dire que non, en fait, l'État a assumé ses obligations vis-à-vis des populations, que certains droits demandent en fait un certain temps pour leur réalisation. Donc l'État met tout en œuvre pour que cela soit assuré. Voilà. Je me dis que c'est l'originalité en fait du concours, parce que dans les vrais procès, l'avocat campe une seule posture. Soit il est du côté de l'accusé, soit il est du côté du défendeur. Mais là, nous, on doit jouer les deux rôles. En même temps que vous dites quelque chose... C'est une formation en fait. Exactement. Après, vous devez vous contredire. On est requérant, après on est défendeur. Et nous, au final, on a eu à camper la posture de défendeur qui n'est pas du tout facile. Parce que le défendeur, lui, il doit calquer sa plaidoirie sur celle du requérant. C'est-à-dire que vous êtes préparé à ce que votre adversaire va venir parler du droit à l'environnement. Mais finalement, il n'en parle pas. Tout de suite, là, vous devez sortir quelque chose pour pouvoir convaincre la Cour que le droit est de votre côté. Et c'est vraiment ça le point culminant du concours, de pouvoir camper les deux rôles. Et surtout convaincre les juges, parce que la plaidoirie, c'est un art. C'est vrai qu'on a appris, on nous a formés, mais après, il faut savoir le rendre avec le naturel possible. Et moi, je suis dans la peau du président de la Cour. Votre plaidoyer porte sur la liberté d'expression. Exactement. Maître Oula, vous avez la parole pour faire valoir vos arguments. Madame la Présidente, oui. Distingués membres de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous vous adressons nos salutations les plus distinguées. Nous sommes Maître Arnaud Oula et Kaya Singh Soro, avocats soignant les intérêts de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans le litige qui l'oppose à l'État d'Atoisia. Notre plaidoirie consistera à démontrer que l'État d'Atoisia s'est rendu coupable de violation du droit à la liberté d'expression de sa population. Atoisia a ratifié plusieurs instruments relatifs à la protection des droits de l'homme, dont le Pacte international des droits civils et politiques et la Charte africaine. En son article 19, le Pacte international des droits civils et politiques dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. La Charte africaine reprend la même disposition en son article 9. La Cour européenne des droits de l'homme et des peuples, au paragraphe 76 de sa décision Handicide contre le Royaume-Uni, a affirmé que la liberté d'expression est l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. L'État d'Atoisia se réclame être un État démocratique, mais il emprisonne des journalistes, il emprisonne des présidents d'ONG qui ne font qu'œuvrer pour que les populations puissent effectivement bénéficier de ce droit. L'État d'Atoisia a enfermé 2 journalistes qui ont publié dans un quotidien que les magistrats du pays étaient corrompus. Et le président d'ONG, tout simplement parce qu'il a dénoncé des allégations de corruption au sein du gouvernement, a été emprisonné et est détenu depuis plusieurs mois dans les prisons d'Atoisia sans jugement. Cela constitue, Madame la Présidente distinguée membre de la Cour, une violation du droit à la liberté d'expression et aussi une violation du droit à un procès juste et équitable. Parce que le Pacte international des droits civils et politiques, en son article 6, dispose que toute personne poursuivie doit être jugée dans un délai raisonnable. Et de nombreux mois ne constituent pas un délai raisonnable. Plaise donc à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de reconnaître l'État d'Atoisia coupable de violation des droits de l'homme. Car comme l'a dit Martin Luther King, celui qui assiste au mal sans le combattre coopère avec lui. Nous avons plaidé. Pour le journaliste qui est à la base donc, de diffamation de façon récurrente, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il encourt? Il y a des sanctions. Déjà au niveau international, les textes qui ont proclamé le droit à la liberté d'expression, tout juste dans les dispositions qui suivent, ont prévu des restrictions. Le journaliste, en l'occurrence, qui veut publier des informations, doit en vérifier la véracité avant de les publier. Sinon, il encourt des peines d'emprisonnement, ce qui serait légitime dans ce cas, vu qu'il a outrepassé les restrictions de la liberté d'expression. Parce que ce n'est pas un blanc-seing, il faut qu'on le restreigne pour protéger les droits d'autrui et aussi la réputation des autres, comme l'affirme l'article 27 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je sens que mon fils va faire le droit. Je le sens. Ça fait vraiment plaisir de vous entendre parler. Oui, il faudra ajouter aussi que toutes les organisations internationales en matière de défense du droit à la liberté d'expression refusent à ce que des personnes ayant du moins outrepassé leur droit à la liberté d'expression soient emprisonnées. On requiert généralement une amende, mais pas d'emprisonnement parce que c'est un droit fondamental. Les emprisonnements contribueraient à apeurer en fait les populations dans la manifestation de ce droit. Donc, on requiert généralement des amendes et pas d'emprisonnement. Pas de peine privative de liberté. Des dissuasions. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons partir donc pour notre deuxième plaidoirie. Alors, maître, votre plaidoirie porte sur le droit de l'enfant à l'éducation.
Maître Soro, vous avez la parole pour faire valoir vos arguments. Madame la Présidente, oui. Recevez nos salutations les plus révérencieuses. À la suite de notre confrère, nous venons pour démontrer qu'en dépit du droit à la liberté d'expression qui a été violé, l'État d'Atolisea méconnaît également le droit à l'éducation. Madame la Présidente, il faut dire que le droit à l'éducation est l'un des droits les plus importants de l'homme. Oui, sans droit à l'éducation, aucun épanouissement dans la société et aucune véritable aspiration professionnelle. Ce droit, distingué juge, est consacré par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, instrument régional de protection des droits de l'homme, en son article 17. Il est également consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée en 1948 par l'ONU, en son article 26. Toutefois, le droit de l'enfant à l'éducation est un droit catégoriel, c'est-à-dire qu'il protège une catégorie de personnes vulnérables et en l'espèce ici l'enfant. Donc le droit à l'éducation de l'enfant est protégé par la Convention des droits de l'enfant en son article 28 qui dispose que tous les enfants ont droit à l'éducation. Et il pèse sur l'État de garantir ce droit pour chaque enfant au sein de son État. Madame la Présidente, nous avons été tristes, consternés de voir qu'en ce 21e siècle, à Atolisea, des milliers d'enfants sont déscolarisés. Des milliers d'enfants ne peuvent plus jouir de ce droit fondamental qu'est le droit à l'éducation, dans l'impassivité totale des autorités. Madame la Présidente, comment un État qui prétend vouloir se développer enterre l'avenir de ces enfants qui sont la relève de demain? Comment un État qui prétend protéger les droits de l'homme banalise les droits des enfants, la partie du moins, la catégorie de personnes la plus vulnérable? Comment ces enfants en devenir pourront pleinement s'épanouir au sein de la société quand leur droit à l'éducation est méconnu? Bravo. Madame la Présidente de la Cour, vous plaise donc de reconnaître l'État d'Atolisea coupable de la violation du droit à l'éducation de ses enfants. Nous avons plaidé. Bravo, Soro Kayasing. Alors, docteur Philo. Voilà, dans mon sac. Dans mon sac. Voilà, dans mon sac. Attends. Ça, là, ça, c'est un sac de garçon. Il faut défendre ça. Hein? C'est un sac d'hommes. Mais attends, moi, il y a une limite comment quoi. Donc, il faut me défendre pour dire que est-ce que moi, ça m'a volé. Il faut me dire que ça, il faut me prouver que c'est un sac de garçon, que moi, il n'a pas volé. Je suis désolé, M. Philo. Un avocat se doit de rester digne dans son métier. L'article 395 du Code pénal punit la soustraction frauduleuse. Moi, je parle en ça. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, docteur Philo? Non, qu'il défende le dossier. Qu'il plaide en votre faveur. En mon faveur. C'est ça, moi, c'est le rôle de l'avocat, ça. Même si la réalité est là, qu'il détourne la réalité aussi. Pour faire plaisir aux clients, maître. Je vous en prie. Donc, ça veut dire que l'avocat a souvent aussi ses limites. C'est ce que je dis. Vous avez vos limites ou une déontologie? Il y a quand même une déontologie. Je veux dire que si l'avocat est sûr que son client est coupable, est-ce qu'il a le droit vraiment de l'accompagner? Oui. Il faut dire que toute personne a le droit d'être défendue en justice. Donc, si le client reconnaît être coupable, l'avocat n'aura qu'à essayer de plaider en fait pour une peine assez tente. Voilà, une peine assez tente. Mais s'il dit qu'il est innocent, l'avocat le défend jusqu'au bout. Pour prouver son innocence. Même si l'avocat lui-même il est convaincu, c'est vraiment pas facile, hein, votre métier. D'accord. Alors, il y avait quoi donc à la clé de ce concours? Qu'est-ce que vous avez gagné? Ce concours nous a apporté quelque chose de personnel. Les trophées. Oui. Exactement, voilà, c'est la première chose. Et quelque chose un développement personnel aussi. Personnellement, j'étudie le droit privé et les droits de l'homme sont considérés comme une branche du droit public. Et comme j'ai toujours souhaité un étudiant complet, je me suis lancé dans ce concours pour apprendre en fait le système de protection des droits de l'homme. Et aujourd'hui, j'ai une certaine connaissance en la matière. Après, je me posais des questions. Est-ce que le métier, la carrière que je vais embrasser, j'ai les capacités pour cela? Et ce concours m'a donné une réponse. C'est ce que je cherchais surtout. C'est ça. Et c'était quoi la plus grande difficulté dans ces différentes étapes de la compétition? C'est vrai que vous avez évoqué les barrières linguistiques à un certain moment, mais en dehors de cela, est-ce que vous étiez confronté à certaines difficultés? Oui. Ou tout s'est bien déroulé du début à la fin? Pardon, parce que la finale déjà, il y a de véritables juges qui sont présents
pour faire office de Cour africaine des droits de l'homme. Il y a des juges des institutions telles que la Commission interaméricaine des droits de l'homme, la Cour africaine, et il y avait le juge de la Cour constitutionnelle de l'Afrique du Sud et un juge de la Cour suprême de Maurice. Quand vous avez de telles personnalités en face de vous, il faut savoir marcher sur les mots parce qu'ils connaissent ce dont vous allez parler, ils connaissent les rouages. Alors c'était ça la difficulté, plaider devant eux afin de les convaincre. Parce que lorsque vous avez un argument, le rôle de l'avocat, c'est d'arriver à convaincre la Cour que le droit et la raison sont de son côté. Vous vous êtes préparé et tout ça, mais là, il y a la réalité du terrain. Et puis, pendant votre plaidoirie, on peut vous arrêter pour vous poser des questions. Il faut savoir être organisé dans les idées. D'accord, je reviens quand même aux avantages. C'est vrai qu'en parlant, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'avantages pécuniaires, mais concrètement, qu'est-ce que le concours vous apporte? Comme il a mentionné tout à l'heure, il y a la formation. Ça fait qu'en tant qu'étudiant de droit privé, on a pu un peu côtoyer le domaine du droit public. Mais c'était aussi une formation personnelle parce qu'on ne savait pas qu'on était capable en fait, de plaider jusqu'au jour où nous sommes présentés pour ce concours-là. Donc on a dû affronter notre peur du stress de parler en public. Et ça a été vraiment difficile, mais nous y sommes arrivés. Et puis en plus, ce sont des valeurs qui nous ont été inculquées par nos encadreurs. D'accord. Voilà, ils nous ont appris à toujours viser le sommet, de ne pas se contenter du peu. Et ils nous ont appris également à nous dépasser, ne jamais chercher d'excuses pour justifier l'échec, non. Toujours viser le sommet, revenir avec des résultats. C'était ces valeurs-là qui nous étaient inculquées. Son nom, c'est Monsieur Bakayoko Yakuba. Il est ingénieur en génie mécanique à l'université de Laval au Canada. Il a 3 trouvailles, 3 bébés sanctionnés d'un brevet de l'OIP et de l'OAPI. Et ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est une raquette qui va nous permettre de nous défendre contre tous ces nuisibles-là, les mouches, les cafards, les insectes. Et la particularité de cette raquette, c'est qu'elle est auto-rechargeable. Donc, elle a une charge qui fonctionne grâce au soleil. Et donc, n'utilise pas de courant ni de batterie. Le nom de son invention, donc de sa trouvaille, c'est l'Agnebi Solar Racket. Moi, j'aimerais savoir, très cher monsieur, pourquoi l'Agnebi Solar Racket? Je suis de la région de l'Agnebi. D'accord. Donc j'ai voulu donner le nom de cette raquette à la région. Voilà. D'accord. Et pourquoi ne pas avoir développé d'autres moyens de se défendre contre les moustiques, les insectes? Pourquoi avoir développé cette raquette? Voilà. Cette raquette a un avantage sur pratiquement toutes les autres solutions que nous utilisons pour combattre les insectes nuisibles. Cette raquette-là, elle n'est pas nocive. Cette raquette n'est pas polluante. Elle a un troisième avantage, c'est qu'elle n'indispose pas dans une maison. Mais cette raquette, vous l'imbibez d'un produit bien? Non. Cette raquette, elle est électrique. Ah, ok. C'est la charge qui s'est faite au soleil. D'accord. Vous comprenez? Il y a une batterie dedans. Et cette batterie-là, pour la charger, vous mettez la raquette simplement au soleil. Pendant la journée. La lumière du soleil charge la batterie. L'énergie solaire. Exactement. D'accord. Voilà. D'accord, donc on n'a pas besoin, je veux dire, de la tenir. On peut la tenir pour poursuivre les insectes, mais on peut aussi la mettre dans la maison et les moustiques, il y a une petite lumière au milieu de la raquette qui attire les moustiques. Ah, c'est bien. D'accord. Et les moustiques vont venir. Quand les moustiques voient la lumière, les moustiques vont. Les moustiques mais les moustiques non-voyantes, elles n'iront pas vers la lumière. Ah oui. Mais eux, ils n'iront pas vers la lumière. Sur combien de projets, je veux savoir, sur combien de projets vous avez travaillé déjà? J'ai déjà travaillé sur 3 projets. J'ai 3 brevets au total. Mais celui-ci, il est le tout premier. D'accord. Et il est à quelle étape? Celui-ci, je viens donc d'avoir la certification OAPI de Yaoundé. Et je cherche actuellement un financement pour pouvoir le réaliser. Il faut faire son travail. Hein? Non, Choco, beau photo. Si c'est Choco, puis tu tues l'homme, c'est quoi? Mais Choco, tu vends beau photo, c'est bon, voilà, c'est bon. Je veux quand même. Excusez-moi, mais vraiment. Non, mais quand même. Voilà, excusez-moi, je me suis dit à laver les mains. Tout ça a été préparé, j'ai lavé les mains d'abord avant. C'est du beau photo, c'est du beau photo, voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon.
Je pense que, pour une fois, je pense que j'ai choisi le mauvais rôle dans cette émission. J'aurais dû être humoriste. Franchement. Ça m'aurait donné quand même la latitude d'aller goûter ces galettes. Ça, tout le temps, mais bon. ça sent tellement bon. Oh, c'est le bon, mais bon. J'ai faim. Et puis c'est des esthéticiens. Non, vous n'allez pas vous frotter avec. Ah non. Non, une de vos photos. Ah, on se frotte. Non, mais attendez, c'est ça là. Il n'est plus possible, ce mec. Il n'y a rien à jalouser. Oh C'est là ça, là. c'est des esthéticiens. Une de vos photos, on s'est tous frottés avec ça. Surtout dans Harmattan, ça nous a trop sauvés. Non, mais excusez-moi. L'acte que je pose, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait. Voilà. De tous les ministres, vous voyez, les grands types, vous voyez, les directeurs de société, ils sont maillés beaux photos. Les étudiants, c'est beaux photos, les bozos, les tratras. C'est ça, les étudiants. Vous voyez? Le boson. Quand on a le boson, c'est dur comme ça. Là. Alors, quand les étudiants parlent mal, là, c'est boson. Pas quitte les dur. Parle mal. Économique. Voilà. Il faut être fier. Il faut être fier de ce que vous faites. Soyez fiers. Quand vous dites déjà à la fin que vous êtes heureux de vendre les beaux photos, c'est ça. Il faut être fier de ce qu'on fait. Fais ton travail avec passion. Mon frère, 5 francs là. Personne n'est milliardaire. Mais c'est 5 francs là qu'on met ensemble, 5 francs, 10 francs, 20 francs, 40, mais ça devient million un jour. Voilà, on doit vous encourager. Regardez les non-nationaux, les Aoussa, quand ils viennent ici, ils vendent les gars, ils vendent les trucs, les Ibo, les trucs, ils vendent les trucs là, les Yougou, tout ça là. Vous ne voyez pas ça à côté, quand ils vendent les Yougou là, ils font ça. Voilà. Venez, tous ceux qui en bas de moi, 500, ils vendent ça en bas d'eux, ils vendent. La friperie, parce que ils sont fiers de ce qu'ils font, parce que ceux-là, c'est des gens qui construisent dans leur pays là-bas. Il ne faut pas en avoir honte. Moi, je suis fier de vous. Après, ces jeunes filles-là, mon frère, il faut faire très attention. Parce que quand je vends ça là, les jeunes filles maintenant, elles vont dire, c'est pour goûter. Elle a train de se nourrir comme ça. Elle a train de se payer. Voilà. On n'a qu'à payer. On n'a qu'à payer. On n'a qu'à payer. Puis comme on est derrière, c'est pour goûter. Tu payes goûter là. Tu payes. Sois fier de ton boulot, c'est ce que je peux te dire. Nous tous, on a mangé. Tout le monde a mangé. Personne ne va. Tout le monde a mangé Beau Photo. C'est Beau Photo qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. J'ai commencé en 2009 de la vente de bouillies avec ma belle. C'est-à-dire au port. Je vendais avec elle au port chaque 4 heures. Chaque 4 heures, je partais l'aider à vendre des beignets. Bon, je servais, elle mettait dans l'huile, moi, il attachait des bouillies. Mais je veux dire, avant de vendre les galettes, puisque vous êtes resté 1 an, elle faisait déjà cela, elle faisait déjà ce commerce. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Et à quel moment le déclic arrive? À quel moment vous décidez d'accompagner votre belle-sœur? Bon, pendant les 1 an passé, je ne faisais rien. J'étais à la maison tranquillement. C'était difficile, C'était trop difficile à trouver du travail. Franchement, en 2009, et c'est comme ça, je me suis introduit avec elle pour vendre de la bouillie. Et c'est comme ça, c'est parti. Donc, pendant 3 mois, j'ai pris la relais et je me suis introduit à vendre de la bouillie. Quand vous dites que vous avez pris la relève, c'est-à-dire que vous vendiez seul? Oui. Pendant les 3 mois, je vendais seul. C'est-à-dire qu'il coupait les galettes, mettre dans l'huile, ça sortait tête, souvent pied, souvent queue. Non, ça je comprends. Mais attends, c'est de la farine là. Oui, c'est de la farine. C'est de la farine que vous mettez dans l'huile. Dans l'huile. Mais comment est-ce qu'on obtient des têtes? C'est des formes en fait. C'était pas joli à voir. Ah d'accord. C'est pas voir la forme. Vous n'avez pas l'expertise de votre belle-sœur en fait. Voilà. Donc, 2 jours après, je suis maîtrisé ça. D'accord. Juste 2 jours? 2 jours. D'accord. Et je fais, si tu veux les croustillants, il y en a. Si tu veux les galettes un peu plus mous, il y en a. Et si tu veux les galettes encore plus dures. Vous êtes devenu un pro. Un expert. Alors, ce que je veux savoir, c'était quoi le regard des gens sur vous, vos camarades du quartier, tout ça? Qu'est-ce qu'ils disaient? Bon, moi, chez moi, il y avait 2 types de groupes. Il y a le premier groupe, tu se moquais de moi. Le deuxième groupe aussi, tu m'encourageais. Le premier groupe, pour ceux qui se moquaient de moi, me disaient non, le garçon, tu vends des galettes, ce n'est pas évident. Un garçon.
Comment? Consciencé, comment tu peux faire les choses comme ça? Non. Mais toi, tu vends des galettes. Et si ta femme te voit, ça te dit quoi? Il dit non, mais ça ne me dit rien. Toi, tu vends des galettes. C'est bien. Ta femme va bien te frapper. Soit ta femme va te chasser. Bon. Quand vous entendiez ce genre de choses le soir, quand vous rentriez à la maison, Oui. qu'est-ce que cela vous faisait? Bon, ça me faisait bizarre en train de vendre des galettes. Bizarre seulement ou mal? Ouais, il y avait envie d'arrêter. C'est vrai, il y avait envie d'arrêter, mais j'ai pris le courage à deux mains et j'ai dit non, et si j'arrêtais, qui va me donner de quoi manger? Non, mais moi j'ai une question justement. Avant de vous lancer dans cette aventure-là, Oui. vous cherchez du boulot, vous n'en avez pas. Mais quand vous regardez et que la seule issue que vous avez, c'est de vendre des galettes, Oui. il se passe quoi dans votre tête? Est-ce que vous acceptez tout de suite ou vous mettez du temps avant d'assumer le fait que vous allez vous retrouver à vendre des gaufres Lotto? Non. Parce que j'ai obtenu le diplôme grâce à ma belle. D'accord. Avant de vendre des beignets. Grâce à elle, aujourd'hui, je suis professionnel des beignets. Donc vous saviez que c'est ça qui avait Voilà. justement aidé votre... Belle. Ok, J'ai eu l'amour en vendant les beignets. d'accord. Sans regarder les jaloux. Je veux savoir, vous vendez en moyenne quelle quantité de farine par jour? 8 kilos par jour. 8 kilos par jour, par qui jour. vous rapporte combien de francs environ? 25 à 30. Chaque jour, vous Chaque faites jour. une recette d'environ 25 à 30 000. Oui. D'accord. Et c'est de l'argent qui appartient à votre belle-sœur. Ouais, à ma belle-sœur. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez dans cette histoire? Bon, je gagne au moins 2000 par jour. Chaque Qu'elle vous jour, donne 2000. officiellement. Ouais, officiellement 2000 par jour. Sans compter ce que vous-même vous cachez, votre bré. Vrai ou faux? Non. Non, votre 2000 par jour en 10 jours, vous avez 20 000. 20 000, 20 000, donc dans le mois, à peu près 60 000. Donc Oui, vous avez pratiquement le SMIC. Oui. Grâce au soutien de mes amis, les gens viennent me dire « Ah, Arthur, n'écoute pas les gens, ils sont les mauvaises personnes. Prends ton courage à deux mains et vas-y, et tu verras. » Et votre belle, je me dis qu'elle doit être vraiment fière de vous parce que c'est vous qui gérez l'entreprise actuellement. C'est vous Oui, qui oui, oui. faites les galettes, qui allez vendre, qui revenez avec l'argent, la recette et tout. Bien sûr. Elle, comment elle doit être fière de vous? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Bon, elle me dit « Bravo mon mari. » Parce que C'est sa belle-sœur. Parce que c'est l'Afrique, la femme de mon frère. Elle me dit bravo mon mari, vraiment, je ne sais pas comment te remercier. Vraiment, je te dis un grand merci. S'il y a quelque chose de plus grand que merci, je te dis ça. Vraiment, tu as pris ton courage à deux mains à vendre mes beignets. Et Vraiment. on peut dire quand même que c'est comme une entreprise familiale. Oui, Donc cet argent, ça sert à subvenir aux besoins de la maison. bien sûr. C'est bien cela. Oui. Et vous-même, personnellement, c'est vrai que vous participez, vous êtes un acteur important de cette entreprise-là, mais au niveau individuel, qu'est-ce que cela vous apporte? Bon, ça m'apporte de la joie. D'accord? Ça m'apporte de la joie, ça m'apporte aussi du bonheur. Franchement, il m'aurait dit encore merci. Parce que grâce à elle, aujourd'hui, je suis professionnel des beignets. Non seulement... Des beignets choco, sans doute. Ah, c'est comme ça que vous appelez les beignets dans votre quartier, les beignets choco. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos beignets? Les beignets sont... À part le fait que ce soit vendu par un homme. Qui faisait les formes de poisson à l'époque. Bon, il peut dire, le beignet, quand je fais le beignet, ça sort croustillant. Il y a le croustillant, il y a le mou, et il y a le bien dur. Est-ce que vous pensez que vous êtes devenu plus professionnel même que votre belle-sœur? Bien sûr. Ah d'accord, ah d'accord. L'élève, il est devenu plus fort que le maître. Ok. Et je veux savoir, quelle est votre clientèle préférée ou principale? Les femmes. Ah. Plein de clients femmes. D'autres me voient, ils me disent non, que je veux ton numéro. D'autres me disent non. Vous vous faites draguer. Bah, c'est vrai que vous n'êtes pas mal comme mec, mais attends, je suis au travail là. Ouais, mais qu'est-ce que vous leur dites? Il donne. Qu'est-ce que vous répondez à ces filles qui vous draguent? Bon,
Je ne rentre pas dans les jeux. Je leur dis, passez demain. Elles vont acheter encore. Voilà. Ah, ça, c'est une bonne technique. Passez demain. Franchement, c'est une bonne stratégie. Passez demain, prendre le numéro. Parce qu'il y a d'autres sites qui me disent non, tu es un garçon courageux. Vraiment, je vais te marier. Wow. Ça perd pas de temps. Hein. Les femmes sont devenues audacieuses. Hein. On n'a pas de temps à perdre. Faut aller droit au but. Un gars comme ça, où tu vas trouver ça? Franchement, un gars qui va vendre, où tu vas trouver ça? Faut prendre en même temps. Mais vous avez une copine, d'ailleurs? Non. Ah. C'est pas le temps. Il n'a pas le temps. Vous vous réveillez à quelle heure? À 4 heures. À 4 heures. Et vous vendez jusqu'à quelle heure? Ils vendent de 8 heures à 10 heures. C'est-à-dire, si c'est trop duré, c'est 11 heures. Ok. Et j'ai ouï dire que vous auriez une activité en dehors de cela. Oui, je suis dans une entreprise de toilettes mobiles. D'accord. Les toilettes ambulance. C'est-à-dire, c'est quand il y a l'événement, là on m'appelle. Ah d'accord, quand il y a des événements, voilà. on vous sollicite. Vous êtes vraiment un brave garçon. Avant, vous aviez des rêves de gradin, de célébrité, d'être un footeux. Et maintenant, vous êtes vendeur de beignets. Est-ce que vos rêves ont changé? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'est quoi vos objectifs? C'est d'agrandir un peu la société, vendre encore plusieurs choses, genre de la sucrerie, et des cornets, genre de la glace. Aussi embaucher aussi peut-être d'autres jeunes hommes comme vous. Voilà, d'autres jeunes. Pour vendre des beignets aussi? Pour vendre des beignets. D'accord, c'est très génial. Ok. Vraiment. Mais moi, j'ai un tout petit peu envie de dire que votre rêve de célébrité s'est quelque peu réalisé. Parce qu'on vous a quand même découvert sur Internet. Votre vidéo a fait le tour de la toile, des images de vous. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience? Est-ce que vous attendiez à ce que ça fasse un tel boom, finalement? Non. Pas, franchement, ils ne savaient pas que ça allait faire le tour du monde. Franchement, ça fait le tour du monde. Je dis merci à celui qui a posté la vidéo. Vous nous avez aussi confié que cet argent vous a permis d'avoir le permis. Le permis de conduire. C'est bien cela? Oui. Et qu'est-ce que vous comptez en faire? Bon, je compte faire rouler un véhicule, c'est-à-dire un Volvo. D'accord. Tant qu'il ne vend pas ici au volant. Alors, comment vous allez vous organiser? C'est-à-dire le matin? Oui, c'est-à-dire vendre du matin, plus tard du matin à 10 h et je prends le volant. Et vous prenez le volant? Moi, je vous conseille même. Il faut bien laver la main parce que l'huile là. Utiliser le véhicule pour aller faire de la livraison de beignets chez des personnes qui sont éloignées de votre. Eh, petit Djoula, vraiment. Franchement. Tu sais faire. Ah ouais. Il est aussi. C'est fort quand même. Bah, c'est bien, c'est bien. Voilà, ce sont des idées quand même qui arrivent. Mais il n'est pas le seul même qui fait ça. On a même déjà reçu un autre vendeur de beignets encore. Donc c'est pour dire que voilà, il n'y a pas de saut métier comme l'a dit l'autre. Puis encourager ceux qui sont là à la maison en train de passer tout leur temps en train de jouer d'armes. Au fait, à regarder la télévision. Non, mais à regarder la zapper. On les appelle les chefs des télécommandes. C'est-à-dire ils ont ça dans la poche. Et voilà, mais il faut faire quelque chose. Voilà. Moi, je pense que. Moi, je souhaiterais manger vos beignets pour dire. C'est pas pour dire que j'ai fait, en fait. C'est pour vous encourager dedans, en fait. C'est ma manière à moi de vous encourager. Voilà. Notre invité a un mental fort. En fait, c'est l'étape qu'il faut franchir. Apprendre à être humble et entreprendre tout petit pour monter. Moi, j'appelle ça prendre l'escalier. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est déjà bien l'initiative, mais essayez de progresser, de monter. Alors, utilisez les atouts de la première marche pour accéder à la deuxième, puis les atouts de la deuxième pour accéder à la troisième. N'essayez pas, vous voyez les gens qui sont au premier, mais ne faites pas comme eux. Ne soyez pas tentés de faire comme eux. Quand vous serez là-bas au premier, vous pouvez vous comporter comme eux. Souvent, ce qui freine les gens, la pauvreté, c'est un état d'esprit. La pauvreté est dans le pauvre. Donc, c'est une mentalité qui nous empêche d'entreprendre petit et de nous développer, nous épanouir. C'est bien résister aux moqueurs. Ceux qui se moquent de vous, ne prenez pas ça en considération parce que ça peut vous décourager. Continuez de grimper. Vous savez que la porte qui continue à l'autosuffisance est sa hauteur. Et si vous continuez, un jour,
ceux qui se moquaient de vous cesseront de le faire et c'est plutôt vous qui allez rire. C'est vraiment à encourager. Vous avez tous mes encouragements parce que vous avez pu vaincre cet orgueil qui nous empêche d'entreprendre petit pour devenir grand. Chez nous, on a un proverbe qui dit « Kangan dit foya kokro », c'est-à-dire que celui qui mange un peu, il ne maigrit pas. Donc je suis avec M. Ekissi et M. Wonyan, ce sont les inventeurs de la vanne inviolable, cette vanne-là qui va vous permettre, très chère maman, comme je vous le disais, de protéger vos bouteilles de gaz. Pour les industriels, donc cette vanne inviolable aussi va vous permettre de protéger vos dispositifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les camions de stockage de fluides, donc d'huile de palme, d'hydrogène, de gaz et tout, vont être protégés grâce à cette vanne. Donc on va faire un petit test pratique avec la vanne pour les bouteilles de gaz butane pour que vous compreniez un peu combien de fois c'est vraiment génial. Parce qu'il vous suffit seulement d'avoir un code, une clé et on ne peut pas utiliser la bouteille de gaz. C'est bien pour les enfants parce que quand il y a la bouteille de gaz à la maison, un malheur est vite arrivé, l'enfant va venir jouer avec la bouteille de gaz. C'est pas bien. Et alors avec cette vanne-là, l'enfant il peut venir comme il veut jouer. Bon, c'est vrai que c'est pas bien, ne faites pas ça les enfants. Il peut jouer, ouvrir, fermer, le gaz ne va pas sortir tant que maman ou papa n'a pas mis la clé et mis le code. Donc, montrez-nous comment ça marche. Merci, M. Hussein. Donc, voilà, pour désormais, avec ce dispositif, utiliser votre bouteille de gaz, il va falloir avoir le code secret, d'abord. Ensuite, cette clé. D'accord. Donc, sans ces deux éléments, personne ne peut utiliser votre gaz à la maison, ni les enfants ne pourront pas l'ouvrir accidentellement. Ok. Mettez le code, s'il vous plaît. Le code, ici, par exemple, on a le 338. Alors, je compose le 338. 38. Juste un petit mouvement voilà. Ok. Mais tant que vous n'avez pas le code, ça sera impossible. Donc, j'ouvre. Là, c'est ouvert. C'est ouvert. Et là, vous ouvrez, comme on ouvrait classiquement la bouteille de gaz. Et ensuite, vous pouvez utiliser votre feu. Pour les compteurs, vous m'avez dit pour les compteurs d'eau, comment ça marche? Parce que... Pour les compteurs d'eau, ça c'est juste pour les distributeurs, les sociétés de distribution d'eau. Okay. Alors, désormais, parce que la problématique est partie de là. Désormais, ce qu'ils font, au lieu de vous déposer votre compteur et ensuite vous le remettre en place dans un jour ou 2 jours, c'est-à-dire qu'à la minute que vous avez appris, quand on vous a coupé l'eau, si vous avez appelé que vous avez payé, le monsieur il revient, tac, il compose le code, il vous remet l'eau. C'est aussi simple que ça. Et vous avez votre eau. Parce qu'il arrive quelquefois que par oubli, on n'ait pas payé sa facture. Vous arrivez à 16h ou à 17h, hop, il n'y a pas d'eau. J'avais pas posé. Donc vous courez, vous payez ou bien vous appelez ceux qu'il faut, mais il faut que l'opérateur sur le champ arrive, puisque l'eau c'est vital. Il faut que tout de suite il arrive, il compose sa combinaison, il met la clé et c'est bon. Vous avez votre Merci M. Ekissi. Comme vous venez de le voir, c'est un dispositif qui est utile, qui est pratique, qui peut servir et chez les industriels et à la maison. Chez les mamans du côté domestique, c'est tout simplement, comme j'aime le dire, c'est waouh et c'est à féliciter. Ce sont des Ivoiriens qui l'ont mis en place. Ne pas contourner le dispositif, on a mis au point l'écrou de sécurité qui fait qu'on ne peut pas démonter votre dispositif. Vous nous présentez une œuvre, une personnalité qu'on aime, qui restera gravée dans la mémoire des Ivoiriens. Il s'agit du président Félix Houphouët-Boigny. Oui. Bonjour à tous. Je suis honorée d'être avec vous ce matin. Et je voudrais préciser qu'on adore, pas parce qu'on est Ivoirien. C'est cela. Je voudrais préciser que je suis béninoise. Tout à fait. Et que j'ai fait ce livre parce que Houphouët-Boigny n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Attention, attention. Je vois que le public est très jeune. Je vois que le public est très jeune. Donc la plupart d'entre vous êtes peut-être nés après son décès. Et il était important pour nous, moi en tant que maman, et en tant que personne qui travaille autour du livre et de la littérature et de la presse jeunesse, et surtout pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Tout à fait. Il était important pour nous tous qu'on partage avec la jeunesse les particularités de ce personnage qui n'a pas fait que construire la Côte d'Ivoire, mais qui a été vraiment bien pour toute la On ne vous laissera pas partir sans que vous nous donniez, on va dire, quelques particularités de ce grand homme.
Eh bien, Houphouët-Boigny a beau avoir été controversé, quand on veut partager avec la jeunesse ce qui est notre démarche, c'est proposer ce personnage comme exemple, comme modèle de son combat. Ce fut un humaniste, ce fut un africaniste. Est-ce que vous savez par exemple que Houphouët-Boigny, il existe une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale française en 1945, quand on n'était pas encore indépendant, et qui porte son nom. La loi Houphouët-Boigny contre le travail forcé. Tout à fait. Et ça, ce n'était pas pour la Côte d'Ivoire, c'était pour toute l'Afrique occidentale. L'émission est donc terminée. Merci Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h. Merci de rester sur RTI1. Voilà.